Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Unimix, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Fribourg. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je reçois dans nos locaux l'historien et chercheur Jean-François Mayer, qui a d'ailleurs donné un enseignement à l'Université de Fribourg de 1999 à 2007. Il est d'ailleurs revenu dans notre université pour donner une conférence le 17 mars dernier, intitulée « Un historien au cœur de l'enquête, expérience d'un chercheur face à l'affaire de l'ordre du Temple solaire ». Cette conférence, à l'initiative de la Farschaft, avait pour but de retracer l'expérience vécue par M. Mayer lors de la médiatisation de l'affaire du Temple solaire en 1994. C'est donc également pour se questionner sur le métier d'historien et ce qui l'implique que nous le recevons ce soir. Monsieur Jean-François Mayer, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour parler de plusieurs thématiques. Donc, est-ce que j'ose vous laisser vous présenter en quelques mots ? En fait, je suis fribourgeois, né à Fribourg en 1957, et j'ai eu très tôt, dès l'école primaire d'ailleurs, je me suis senti une vocation d'historien. Donc j'ai étudié l'histoire, mais par suite de concours de circonstances, pas à Fribourg. Je l'ai fait à l'université de Lyon, l'université Lyon 3, où j'ai soutenu ma thèse en 1984. Et par la suite, j'ai eu la chance, pendant 3 ans, de me lancer dans un grand projet de recherche sur les nouvelles voies spirituelles en Suisse, enquête sur la religiosité parallèle, dans une perspective historique et en même temps un instantané de la situation actuelle à la fin des années 80. Parce qu'il se trouve que pendant mes études, assez rapidement, je m'étais spécialisé dans les questions d'histoire religieuse et plus particulièrement des mouvements religieux contemporains non conformistes, sectes, nouveaux mouvements religieux, nouvelles voies spirituelles, etc. Donc pendant plusieurs années, j'ai eu la chance de pouvoir me consacrer à ces recherches. J'ai écrit à cette époque-là plusieurs livres. Ensuite, je me suis trouvé, comme cela arrive souvent à des gens dans des domaines un petit peu inhabituels, face à l'impossibilité d'obtenir un poste académique dans mon domaine. Et pendant plusieurs années, près de 8 ans, j'ai travaillé dans l'administration fédérale à Berne, dans le domaine de la politique de sécurité. Et c'est d'ailleurs pendant cette période-là que mes recherches m'ont rattrapé avec l'affaire de l'ordre du Temple solaire, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, par la suite, je suis donc revenu à la recherche, un peu à cause de cette affaire, d'ailleurs, il faut bien le dire. Et j'ai à la fois eu des activités de consultant, des activités de chercheur à titre privé, une charge de cours pendant plusieurs années à l'université de Fribourg. Et au début des années 2000, j'ai fondé un site web, Religioscope. Religioscope, c'était une idée que j'avais depuis très longtemps, mais sous forme imprimée, j'y avais toujours renoncé. Le web offrait de nouvelles perspectives. Et donc, ce site existe toujours. Il vient d'ailleurs d'être refondu il y a 2 mois, modernisé, de passer également sous une nouvelle direction, parce qu'il faut se soucier aussi de la pérennité. C'est ce qui fait plaisir qu'un site créé il y a plus de 20 ans continue. Et ce site a donné naissance à un petit institut privé à Fribourg, l'Institut Religioscope, donc un micro-institut et un site qui s'intéresse à différents aspects du rôle des religions dans le monde contemporain. Donc voilà un petit peu en résumé ma recherche. S'il y a des gens qui sont curieux de voir ma biographie complète et ma liste de publications complète, il suffit d'aller sur mon site personnel mayer.info. Très bien, et vous évoquiez justement le fait que vous avez donné des cours à l'Université de Fribourg. J'ai pu aller voir sur ce site justement que c'était des cours en religion comparée. Absolument. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ? Alors tout simplement, c'est en fait l'étude, ce qu'on appelle la science des religions. C'est l'étude des religions, à la fois, ça peut être dans une perspective historique, voire philologique, la Religionswissenschaft dans son sens classique, comme cela peut aussi s'étendre à l'étude de phénomènes religieux dans le monde contemporain. Et c'est là-dessus que mes cours ont porté, c'est-à-dire la première année que j'ai donné des cours, c'était justement arrivé l'an 2000, j'ai donc donné un cours sur les millénarismes chrétiens dans l'Europe, le monde occidental contemporain. J'ai donné une autre année un cours sur religion Internet, qui je pense d'ailleurs a été
probablement l'un des tout premiers cours, en tout cas dans l'espace francophone, sur ce sujet. Une autre année, je me suis intéressé aux partis politiques d'inspiration religieuse, etc. Donc chaque année, le thème était différent. Et ça a toujours été très stimulant parce qu'évidemment, des étudiants qui viennent pour écouter des cours sur des sujets de ce type ont en général une motivation. Ils n'assistent pas simplement à un cours par une sorte d'obligation académique, mais parce qu'ils ont la curiosité, et ça a toujours donné lieu à des échanges très intéressants. Et d'ailleurs, plusieurs des étudiants auxquels j'ai eu le plaisir d'enseigner, par la suite, ont continué dans certains domaines en lien avec différents aspects des religions dans le monde contemporain. J'imagine que l'enseignant a d'autant plus de curiosité pour ces branches. Alors j'oserais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a amené à étudier et surtout après enseigner ce genre de sujet? Ah oui, alors je peux le dire parce qu'en plus c'est encore en lien avec Fribourg. En fait, c'est une découverte adolescente dans la bibliothèque du collège Saint-Michel où il y avait, je la fréquentais assidûment, et il y avait plusieurs livres publiés dans les années 50 et 60 par des éditeurs catholiques français avec des titres tels que Le phénomène des sectes, L'offensive des sectes, etc. Et tout cela, pour moi, ça avait été un sujet d'intense curiosité alors que j'avais 15 ans, 15-16 ans. J'avais été absolument fasciné dans un environnement qui était religieusement, et pas seulement religieusement, encore très homogène, qui était celui du canton de Fribourg, de découvrir tout à coup ces archipels de croyances. Je me suis trouvé un peu en lisant ces livres comme je me sentais face à des cartes géographiques avec des îles inconnues, des territoires lointains. J'ai eu l'impression qu'il y avait un monde de possibilités religieuses, de quêtes religieuses, de créativité religieuse qui se jouait là, et donc ça a excité ma curiosité, mais une curiosité qui à 15 ans était un peu celle du collectionneur de timbres-poste, c'est-à-dire que je découpais des articles dans les journaux à ce sujet, je n'avais pas encore réellement l'idée d'en faire un sujet de recherche, mais très vite, je vois déjà à 18 ans, dans un cadre encore, je n'avais pas encore mon bac, j'ai déjà donné à un public de jeunes de mon âge une conférence sur le sujet, donc je commençais vraiment à m'y intéresser sérieusement. Mais en commençant mes études universitaire, je ne pensais pas que ce serait mon domaine de spécialisation. Je pensais étudier l'histoire avec probablement un accent sur l'histoire religieuse, mais pas nécessairement ces sujets-là. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des moyens de conjoindre les deux. D'abord, cela a pris une tournure plutôt historique au sens classique. Par exemple, mon mémoire était consacré à l'étude du mouvement vieux catholique dans la France du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Ensuite, ma thèse de doctorat a été consacrée au mouvement swedenborgien en Suisse romande des origines à 1948. Donc, on était vraiment dans de la recherche d'archives. Mais dans le même temps, j'ai commencé à me rendre compte que pour aborder des groupes plus récents, il n'y avait tout simplement pas la possibilité de faire des recherches de type archive. Donc il fallait aller les voir, et donc j'ai commencé à faire des enquêtes de terrain petit à petit, un peu, j'allais dire, des méthodes d'observation participantes de type sociologique, sans le savoir et sans avoir jamais suivi en cours de sociologie. Ça a été un petit peu les expériences où on essaye de comprendre un terrain, on fait des erreurs, on apprend par les erreurs qu'on fait, et puis petit à petit, évidemment, au fur et à mesure que j'ai développé mes recherches dans ce domaine-là, alors là, je suis entré en contact de plus en plus avec des sociologues, notamment des sociologues dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement, qui s'intéressaient à ces sujets-là, et là, j'ai aussi un peu profité de ces échanges, de voir la façon dont eux-mêmes travaillaient. Donc, c'est pour ça que j'ai été un historien qui s'est déplacé
assez vite vers des terrains hybrides où l'histoire joue toujours un rôle important parce que pour moi cette dimension diachronique est importante. Je veux toujours comprendre d'où vient un mouvement, quelles sont les généalogies, les histoires personnelles aussi qui jouent souvent un rôle, mais par ailleurs dans la pratique aussi des méthodes qui sont moins pratiquées par les historiens, l'observation participante par exemple, aller passer plusieurs jours dans un groupe, prendre des notes, essayer de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe. Donc je dois dire qu'aujourd'hui je me trouve dans la situation de quelqu'un qui trouve autant de plaisir à faire de l'enquête de terrain au sens physique en allant observer ce qui se passe dans un groupe qu'à se plonger dans des archives. De toute façon, les deux sont des terrains, ce sont des terrains différents et les deux peuvent être l'occasion de découvertes. Les deux exigent aussi de la patience. Vous savez, il y a les archives parfois dont on dépouille de nombreuses pièces avec des résultats peut-être limités. Tout à coup, on tombe sur un document extraordinaire. L'enquête de terrain, c'est la même chose. Parfois, il faut aussi avoir beaucoup de patience. Mais enfin bon, là, c'est la caractéristique de toute recherche finalement. Et puis derrière toute recherche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment la curiosité. Et les sujets sur lesquels j'enquête, je dirais qu'ils sont inépuisables parce qu'il y a un renouvellement constant, un foisonnement religieux qui continue évidemment de se produire aujourd'hui. Ils sont inépuisables, mais est-ce qu'ils ne sont pas dans un sens aussi opaques? Quand j'ai lu un petit peu les thématiques des recherches, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'ils ne choisissent pas la complexité? C'est-à-dire qu'on a souvent affaire à des associations, des groupuscules, on va revenir un peu sur les termes après, qui n'ont pas forcément envie de dévoiler leur activité ou de les mettre au grand jour? Ça dépend. Disons, souvent, ce qui m'a intéressé le plus, c'était les groupes qui n'intéressaient personne d'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à m'intéresser au groupe qui me vaut cette invitation aujourd'hui. Mais la question, c'est qu'évidemment, si quelqu'un ne veut pas vous ouvrir ses portes, vous n'allez pas forcer la porte. Il n'y a aucun droit à exiger d'être là. Si quelqu'un ne veut pas me répondre, je ne peux pas le forcer à me répondre. Donc, dans la plupart des cas, cependant, à partir du moment où vos interlocuteurs sont convaincus qu'ils ont face à eux quelqu'un qui est honnête, qui ne les caricature pas, qui s'intéresse sincèrement à comprendre ce qui les motive, ils seront ouverts. Mais évidemment, le type de relation va pouvoir changer, varier considérablement d'un groupe à l'autre. Aussi, la volonté d'un groupe d'avoir un regard sur vos recherches, ou au contraire pas du tout. J'ai aussi rencontré des fondateurs de mouvements religieux auxquels j'avais offert la possibilité de lire les résultats de ma recherche avant de la publication et qui ont délibérément dit non parce que c'est votre recherche, je ne veux pas m'immiscer. Ça existe aussi des choses comme ça. Donc vous avez vraiment tous les scénarios sont possibles. Mais c'est vrai qu'il m'est aussi arrivé de me trouver face à des groupes extrêmement méfiants. Je pourrais raconter, j'ai d'ailleurs raconté dans mon ouvrage partiellement autobiographique Confession d'un chasseur de sectes paru aux éditions du Cerf en 1990, j'ai raconté un certain nombre de situations assez pittoresques dans lesquelles je me suis trouvé face à des groupes méfiants aussi. Et alors justement, on peut revenir sur ce que vous évoquez à l'instant. Donc vous avez obtenu un fonds pour la recherche de la part du FNS pour enquêter sur ces nouvelles mouvances religieuses, donc vers la fin du XXe siècle. Et parmi ces mouvances religieuses, il y avait une, l'ordre du Temple solaire, qui est tristement connue pour les massacres, voire suicides, cela dépend de la version, qui sont produits en 1994 à Chéry, canton de Fribourg, Salvan en Valais et au Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez été mêlé à toute cette affaire, du point de départ qui est ce fonds de recherche jusqu'à la médiatisation? Donc, c'est en effet en octobre 1994 que se produit l'affaire de l'OTS. L'ordre du Temple solaire, c'est en fait une désignation générique qu'on utilise pour conjoindre différentes étiquettes qui ont été utilisées par le groupe à différents moments. Mais disons ordre du Temple solaire pour simplifier. Donc, il se trouve que de 1987 à 1990, j'ai en effet mené dans le cadre du Programme national de recherche 21, pluralisme culturel et identité nationale, une recherche sur ces nouveaux phénomènes spirituels qu'on pourrait dire post-chrétiens dans la Suisse contemporaine. Et donc, pendant cette période, ça a été peut-être la période de recherche la plus productive de ma vie, dans la mesure où j'étais vraiment chaque jour
en train d'enquêter sur des groupes. Je parcourais la Suisse, Suisse alémanique, Suisse romande. J'ai moins eu le temps de le faire pour le Tessin, mais de façon, je crois que vraiment en 1990, j'avais une vision d'ensemble assez précise de la variété des groupes qui existaient. Il faut se rendre compte que c'est un travail avant la période Internet. Donc on devait évidemment identifier les groupes, les localiser, prendre contact avec eux par des moyens où Internet, le courrier électronique ne jouait encore aucun rôle. Et dans ce cadre-là, c'est au début de ma recherche, en fait, en mars 1987, qu'au bas de la rue du Petit Chêne à Lausanne, en sortant de la gare, je regarde, comme je le fais toujours, je continue à le faire aujourd'hui, le panneau d'affichage qui se trouve au bas de la rue pour voir si ça me révèle un groupe curieux ou une conférence sur un sujet original ou que sais-je encore. Et c'est là que je vois l'annonce de la conférence d'un certain docteur Luc Jouret, Amour et biologie, à l'ancienne d'une association, je crois que c'était Amenta, oui, qui organisait les conférences du docteur Jouret. Et le nom du docteur Jouret me disait quelque chose parce que, évidemment, les années précédentes, mes recherches avaient commencé déjà à susciter un peu l'attention parce que j'avais déjà publié un livre. Donc, j'avais eu un appel, je crois que ça devait être en 1985, d'un pasteur réformé qui me demandait si j'avais entendu parler d'un certain docteur Jouret, qui dirigerait un ordre templier dans le cadre duquel de nombreux couples se recomposaient, se reformaient. Enfin, qui était ce docteur Jouret? Je lui avais dit, malheureusement, non, son nom ne me dit absolument rien. Désolé. Et là, je vois ce nom, je me dis, ah bon, voilà qui est intéressant. Allons à cette conférence, Amour et biologie. Je me retrouve donc dans un auditoire de l'IPFL où il y avait plus de 500 personnes. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience déjà que ce n'était pas simplement un conférencier attirant quelques auditeurs épars, mais un public de plus de 500 personnes. Il faut dire qu'à cette époque-là, le docteur Jouret avait également une série de longs entretiens radiodiffusés à la radio romande. Donc, il avait réellement un impact. Et ce qui m'a frappé, amour et biologie, ça paraît être un thème à la fois assez vaste, assez vague, qui après tout, pourquoi pas, peut être médical, mais très vite, le docteur Jouret débordait du domaine médical, c'était un médecin homéopathe, il débordait du domaine médical, il commençait à nous expliquer que les forêts vont périr, les volcans vont s'ouvrir, il se présentait, on comprenait très vite qu'il était également le représentant d'un message spirituel. Et à la fin de la conférence, on offrait la possibilité aux personnes intéressées de venir assister à une séance d'information sur les clubs Arcadia. Alors, bien sûr, je me suis tout de suite inscrit. À la séance d'information, évidemment, nous n'étions qu'une poignée, parce que les centaines de personnes qui étaient intéressées par le docteur Jouret, comme elles auraient été intéressées par de nombreux autres conférenciers du circuit de la religiosité parallèle, ces nombreuses personnes n'étaient pas nécessairement intéressées à s'engager dans un groupe. Elles, c'est des curieux, des butineurs qui vont un petit peu regarder ici et là ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on peut entendre d'intéressant. Et donc, on nous a présenté les clubs Arcadia, mais également, il y avait un représentant de la branche tradition solaire qui nous a expliqué que pour les gens qui voulaient aller plus loin, il y avait une voie templière dans laquelle on pouvait s'engager. Et comme il était possible de devenir membre observateur sans engagement pendant 3 mois dans le club Arcadia de Lausanne, j'ai bien sûr tout de suite dit, mais oui, volontiers, pendant 3 mois, je suis allé assister régulièrement à ces séances. Je crois sur les 500 personnes qui avaient assisté à la conférence, il y en a finalement 1 ou 2 qui ont adhéré au club Arcadia de Lausanne. Et même si Jouret avait une audience vaste, ça ne signifiait pas qu'il attirait des foules. Mais il intéressait et effectivement, le mouvement était à ce moment-là dans une certaine dynamique de développement. Après 3 mois, on me demande si je veux adhérer et là, je dis, écoutez, voilà, je suis en fait chercheur, je m'intéresse à ce que vous faites dans ma perspective de chercheur.
Ils ont été un peu surpris, mais ça a été accueilli de façon plutôt bienveillante. On m'a demandé si j'acceptais de rencontrer le responsable des relations publiques pour la Suisse que j'ai rencontré peu après, qui m'a dit, écoutez, nous n'avons jamais eu de chercheur qui s'est intéressé à nous, mais bon, pourquoi pas, vous êtes libre, et puis si vous voulez rencontrer le docteur Jouret, je peux aussi arranger une rencontre avec lui. Ce que j'ai fait, donc j'ai eu un repas assez long avec le docteur Jouret et son épouse, où nous avons parlé de beaucoup de choses. Inutile de dire qu'après chacune de ces réunions rencontres, je prenais des pages de notes, je les ai toujours dans mes dossiers, et c'est ainsi que, voilà, ce qui m'intéressait, c'était, à vrai dire, beaucoup plus peut-être que le mouvement lui-même, c'était ce phénomène d'un médecin qui débordait de son domaine de compétences, mais en même temps jouait sur le prestige de l'image du médecin. Le médecin, c'est quelqu'un à qui on va se confier, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui peut vous donner les clés de la santé, et chez le docteur Jouret, quelqu'un qui laissait entendre qu'il pouvait donner les clés de plus que la santé, simplement. Donc c'était cette dynamique-là qui m'intéressait, et également cette structure poupée russe d'une organisation, où on commençait par des conférences, il y avait ensuite des clubs, ensuite il y avait un ordre templier, et puis ensuite une communauté encore plus intérieur pour le noyau du groupe. Donc c'est tout cela qui m'a intéressé, mais il faut se rendre compte que c'était une période dans laquelle j'étudiais des dizaines de groupes assez différents, et donc bon, j'y ai consacré un certain temps, mais ça n'a pas été une monographie par exemple qui aurait pu déboucher sur un ouvrage. Toujours est-il qu'en 1993, alors que j'étais déjà éloigné par la force des choses matériellement de mes recherches, je continuais néanmoins à utiliser le matériel rassemblé pour un livre et aussi quelques articles, et j'ai publié dans un petit bulletin de recherche français un article d'une dizaine de pages intitulé « Des Templiers pour l'ère du Verseau, les clubs Arcadia », enfin je ne me souviens plus du titre exact, mais toujours est-il que qui était centré sur le docteur Jouret, son message et le mouvement autour de lui. Donc voilà, je n'avais pas, je n'ai plus eu dans les années 90 de contact avec le docteur Jouret. Et quand, ce jour d'octobre 1994, tout à coup, alors que j'étais à mon bureau, à une séance de direction, qu'on me fait passer un petit billet en me disant « Avez-vous entendu parler de cette secte qui se serait suicidée à Chéry ?» Chéry ne me disait absolument rien, j'ignorais que le groupe y avait acheté une ferme, et puis je n'avais pas donc la moindre idée du groupe dont il pouvait s'agir. Après un moment, évidemment, les journalistes, face à cette affaire énorme, essayaient de trouver des interlocuteurs, donc sachant les recherches que j'avais menées, plusieurs journalistes commencent à m'appeler et très vite trouvent le numéro de mon bureau, donc je suis obligé de quitter la séance pour que les secrétaires n'aient pas à répondre à des journalistes, il n'est pas atteignable, il n'est pas atteignable. Pendant 2 heures environ, on ne sait toujours pas de quel groupe il s'agit. J'étais en train de téléphoner à toute une série de groupes parce que chaque journaliste y allait de son hypothèse, mais est-ce que ça ne serait pas ceux-ci, ceux-là? Alors comme par chance, j'avais encore un carnet d'adresses assez bien fourni dans ces milieux, je téléphonais à des groupes pour leur demander si vraiment ils ne s'étaient pas suicidés, et évidemment on m'assurait que non, tout allait très bien. Je leur disais préparez-vous le cas échéant à avoir des questions de journalistes, soyez prêts. Et puis voilà que vers 11 heures, un journaliste de la radio romande que je connaissais me dit « On a retrouvé des capes templières et on parle d'un certain docteur Jouret ». Alors vous imaginez le choc pour moi à ce moment-là, parce que je savais bien que j'étais le seul à avoir étudié ce groupe. Et donc c'est à ce moment-là que le tsunami s'est déclenché pour moi, c'est-à-dire petit à petit une vague de demandes journalistiques, parce que voilà, j'étais le seul observateur extérieur qui avait peut-être quelque chose à dire sur ce groupe. Alors évidemment, c'était une partie de la réalité du groupe, mais je pouvais quand même plus ou moins le situer, dire qui était le docteur Jouret, etc. Le nom de Di Mambro m'était connu, mais je ne l'avais jamais rencontré, et je n'arrivais pas à le placer clairement dans l'organigramme du mouvement que j'avais étudié. On m'avait dit, c'est en réalité le responsable derrière du mouvement, mais je n'en savais pas plus, et ça n'était pas le sujet de ma recherche. Donc, à partir de ce moment,
la vague des journalistes arrive, et le lendemain matin, alors qu'entre deux appels téléphoniques, bon, les appels téléphoniques étaient constants, je devais débrancher mon téléphone, entre deux appels téléphoniques, j'étais replié chez moi parce qu'au bureau, je perturbais tout un service de l'administration fédérale qui n'arrivait plus à travailler, les journalistes appelant tous les numéros autour. Mais toujours est-il que le jeudi matin, le lendemain, je reçois dans mon courrier une enveloppe avec une adresse fictive à Zurich, Goldenstrasse 33, et quand je vois cette adresse, tout à coup j'ai un pressentiment, j'ouvre l'enveloppe et c'était les manifestes post-mortem du groupe. Et quand j'ouvre l'enveloppe le jeudi matin, j'ignore si je suis le seul à les avoir reçus, oui, ou si d'autres personnes les ont reçus, et finalement 200 à 300 personnes l'ont reçu, des membres du groupe, quelques personnalités politiques, pas mal de médias, mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Alors quand les médias apprennent que j'ai en plus reçu une enveloppe avec les manifestes du groupe, vous imaginez la montée en puissance de l'intérêt médiatique. Et c'est le soir, en me rendant à Chéry, à la demande de la télévision tessinoise, que je suis sollicité par la police et par le juge d'instruction pour savoir si je peux assister l'enquête. Et là, alors c'était l'avantage de travailler à cette époque dans l'administration fédérale, vu l'ampleur de l'affaire. L'administration fédérale a accepté de me détacher tout de suite pour 3 semaines, d'ailleurs en assurant mon salaire pour que je puisse assister l'enquête. Ça aurait pu être peut-être beaucoup plus compliqué si j'avais été, je ne sais pas, dans une entreprise, oui, ou que sais-je. Donc voilà, et alors là, je me suis donc effectivement retrouvé, mais je vous laisse imaginer cette situation où vous arrivez le mercredi matin à votre bureau pour une journée de travail normale avec une séance de direction, le flux des affaires à suivre, et où quelques heures après, vous vous retrouvez dans une tourmente médiatique et moins de 48 heures après, vous êtes déjà recruté comme expert pour une enquête de police sur une affaire sans précédent en Suisse. On avait, entre le Valais et Fribourg, 48 victimes, plus 5 victimes au Québec. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est évidemment une affaire totalement hors norme. Et là, effectivement, le fait de m'intéresser souvent aussi à des groupes qui n'étaient pas nécessairement les plus connus, je n'aurais jamais pensé que ça me conduirait à cela, parce que c'est vrai que les quelques chercheurs, collègues à qui j'avais envoyé une copie de mon article l'avaient lu distraitement, mais ça leur paraissait être un petit groupe dont probablement on n'allait pas souvent entendre parler. Le plus gros, c'est que dans le chapeau de l'article, je disais « un groupe dont on aura peut-être encore l'occasion d'entendre parler, mais je ne m'attendais pas à être aussi prémonitoire. Aussi prémonitoire. Et alors pour moi, la grosse question à ce moment-là, c'était de savoir, mais comment est-ce possible? Parce que je me souvenais d'un groupe qui avait des fermes de survie, qui avait publié 2 volumes Survivre à l'an 2000, dont un était un véritable manuel de défense civile, comment faire des provisions, comment survivre en cas d'événements catastrophiques, apocalyptiques, etc. Et donc j'étais tout à coup face à cette interrogation de comprendre comment s'était fait le déplacement jusqu'à ce départ vers un autre monde. En plus, autre problème, tout au départ de l'affaire, nous n'avions aucune certitude que Luc Jouret, que Jody Mambro étaient morts. Donc toute la question pour comprendre tout était déjà de savoir les responsables sont-ils morts ou non, parce que s'ils ne l'étaient pas, évidemment, ça changeait peut-être la donne. Parce que vous imaginez tout de suite les hypothèses initiales, c'est évidemment l'imaginaire, le cliché, la personne qui part avec la caisse en liquidant ses disciples, etc. Mais évidemment, il n'en était rien. Au contraire, les principaux protagonistes étaient bien partis en entraînant des disciples avec eux, partis vers un autre monde, pensait-il. Alors, il faut vous imaginer, il y a à la fois, on essaye de comprendre ce qui se passe dans une situation pareille, en même temps, il y a l'extrême pression, la pression médiatique, certes, mais aussi la pression légitime de l'enquête. Il faut savoir, il y a aussi les familles de victimes, il y a enfin tout ce genre de choses. Donc, mon rôle, évidemment, ça n'a pas été un rôle policiers classiques. Les policiers savent mieux faire leur travail qu'un historien, ça va sans dire. Mais j'ai été en fait chargé avec 2 policiers de l'analyse historique et idéologique du groupe, essayer de comprendre, voilà, d'examiner notamment la masse de documents qu'on avait recueillis parce que
Les auteurs de ce départ, les principaux responsables, entendaient que tout brûle. Et par chance, les mises à feu ont mal fonctionné, donc il a été possible de récupérer une grande partie des documents. Et également, les ordinateurs à Salvan qui avaient été endommagés ont pu quand même être utilisés. Les experts en informatique de la police ont pu faire parler les ordinateurs, en extraire les documents qui y étaient enregistrés. Si nous n'avions pas eu cela, le travail aurait été beaucoup plus difficile. Alors tout cela, donc, il fallait examiner cette masse énorme de documents pour un chercheur, un historien en C'est plus. un trésor. La caverne d'Ali Baba qui s'ouvre. Mais bien sûr, s'il ne s'était agi que d'une affaire spectaculaire, vous vous diriez c'est fantastique. Mais là, j'avais en permanence aussi à l'esprit 53 victimes. Donc vous sentez en même temps une énorme responsabilité. Et c'est vrai que pendant... il y avait tellement de pistes à explorer, mais il fallait se discipliner pour concentrer les recherches sur tout ce qui pouvait être explicatif par rapport aux événements. Et là, il faut dire d'ailleurs, à certains moments, justement, en examinant des piles de documents, je me souviens encore le moment où les policiers qui étaient avec moi tombent sur un document en partie brûlé et se rendent compte qu'il s'agissait de la posologie des substances qui avaient été injectées pour endormir les participants au transit. Donc tout cela, évidemment, ça a une importance cruciale aussi pour l'enquête. Et il faut imaginer que des dizaines de personnes participaient à cette enquête. 48 victimes en Suisse, 5 victimes au Québec, mais liées au voyage de Suisse qui étaient allés participer à leur assassinat au Québec. Il faut donc, pour chaque victime, identifier toutes ses communications téléphoniques des jours précédents, identifier si possible où il était, qui l'a vu en dernier et où, etc., etc., etc. Tout ce travail, c'est un travail de fourmi. Et ensuite, dans la durée, l'enquête, par exemple, financière, qui avait été confiée à des policiers genevois, où il s'agit d'examiner absolument tous les comptes du groupe et de toutes les structures liées au groupe, voir où sont partis des fonds, parce qu'évidemment, c'est la question de savoir est-ce que ça a profité à quelqu'un qui serait encore vivant, parce que tout à coup, ça créerait un mobile. Et puis, l'autre question troublante, c'est que les policiers se trouvent face à des gens, les survivants, qui sont des gens qui sont d'honnêtes citoyens, qui n'ont en principe rien à se reprocher, qui ont simplement des convictions, et qui, pour certains, sont convaincus que c'était juste ce qui s'est passé. Mais ça n'a rien de criminel, c'est très choquant, mais ça n'a rien de criminel. Et là, on s'est trouvé face à ça dès le début. Le lundi, à Fribourg, se présente une personne qui, par la suite, meurt dans le Vercors, donc l'année suivante, en décembre 1995, et cette personne vient expliquer, oui, que certainement tout s'est passé malgré les signes de violence, tout s'est passé certainement de façon convenable, les gens étaient certainement consentants pour le faire, moi-même si j'avais été appelé, j'aurais été prête à le faire aussi, etc. Donc tout cela, c'est à la fois troublant, fascinant, et puis il y a de quoi susciter la perplexité, en plus la difficulté à trouver un coupable, puisque de facto les coupables sont morts. Oui, justement, vous parliez un peu du flou qu'il y a eu à l'époque, au moment où l'affaire débute. Oui. J'ai vu des émissions d'époque qui disent justement, mais Luc Jouret va récidiver, il n'est pas mort, il prépare d'autres assassinats. Et en fait, avec le recul qu'on a des sources, etc., du travail aussi que vous avez en partie fait là-dessus, on se rend compte de toute la production de mensonges ou de création juste d'informations qu'on ne savait pas qui sont faites. Et on se rend compte vraiment d'une finalité, c'est le public veut un coupable. Le public veut un coupable et aussi imaginer les familles des victimes. Pour les familles des victimes, et c'est pour cela d'ailleurs que les hypothèses qui ont été émises après l'affaire du Vercors en décembre 1995, parce que l'affaire du Vercors, évidemment, c'est très choquant dans la mesure où on se dit mais il aurait dû être possible de prévenir cela, mais non, justement, comment le prévenir? Mais toujours est-il que un certain nombre d'interprétations commencent à suggérer, mais non, il
ils ne se sont pas suicidés, ils ont été assassinés par un commando, mais alors vu la configuration des lieux, des événements, ça supposerait déjà un commando à un niveau militaire quasiment d'un État. Il est clair, alors évidemment, on va ensuite exploiter un certain nombre d'éléments factuels pour lesquels on dit mais est-ce qu'il est réellement possible que les corps aient brûlé de cette façon vu la quantité de matériel utilisé, un expert va dire non, ça n'est pas possible, donc contre-enquête et ainsi de suite. Mais pour moi, la question, je n'ai aucune compétence évidemment en ce qui concerne la carbonisation des corps, je ne peux pas me prononcer, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'on a, ça on l'a rassemblé évidemment après le Vercors, mais on a toute une série d'éléments parfaitement clairs qui prouvent que plusieurs personnes qui sont mortes dans le Vercors, je ne parle pas ici évidemment malheureusement des enfants, mais plusieurs personnes qui sont mortes dans le Vercors ont même laissé des testaments chez eux avant de partir, ont participé à des réunions dans lesquelles elles disaient vouloir suivre le même chemin. Donc malheureusement, toutes ces interprétations, pour moi, elles sont parfaitement fantasmagoriques. Et puis en plus, elles tendent à donner à auréoler d'une sorte de légende d'un groupe très important qui aurait joué un tel rôle que même des États auraient dû les éliminer. Mais ça, c'est le récit, c'est le narratif que voulait imposer Jody Mambro pour expliquer son départ. Donc c'est en quelque sorte entrer dans le jeu de miroir laissé derrière lui par Jody Mambro. Mais en même temps, je comprends très bien que des familles de victimes s'accrochent à ce genre de thèse, et des gens qui sont parfaitement intelligents, mais s'accrochent à ce genre de thèse parce qu'effectivement, elle permettrait de désigner, le cas échéant, des coupables. C'est très, très, très frustrant de devoir aboutir à la fin d'une enquête en disant eh bien, les coupables sont morts. Et c'est très, très difficile. Et je dois dire que, honnêtement, le lundi suivant les événements, tant les policiers que moi-même étions quasiment certains qu'il devait, peut-être pas nécessairement les responsables du groupe, mais qu'il devait y avoir des survivants qui avaient été mêlés à ça. C'était vraiment notre idée, parce qu'on se disait, ça paraissait tellement compliqué que tout se fasse en cercle totalement fermé et que ceux qui commettent les assassinats finissent par se supprimer eux-mêmes tout en déclenchant à distance. Mais c'est bien ce qu'ils ont fait, ils ont déclenché à distance des mises à feu. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des interrogations au départ, mais très vite, en quelques jours, tout commençait à se mettre en place et avec des identifications absolument indubitables, notamment par les analyses ADN. Donc vous avez été confronté directement à des visions de personnes, de cadavres, de personnes mortes, ou plutôt sur la partie documentaire? Non, absolument pas, parce qu'il n'y a aucune justification à le faire. Et je dois dire que si on m'avait demandé de le faire, j'aurais accepté, mais il n'y a aucune justification. De ma part, ça aurait été du voyeurisme. Ça aurait été du voyeurisme, et je dois dire que j'avais déjà l'impression qu'il y avait beaucoup de vautours qui tournaient autour des ruines et des cadavres. Et non, alors là, j'ai vu les photographies, bien sûr, les photographies, parce qu'elles ont été prises. J'ai vu les dossiers de l'enquête, et c'est vrai que c'est très impressionnant à voir aussi, mais non, absolument pas. Je n'ai aucune compétence en médecine légale, qu'est-ce que j'aurais pu apporter? Ce que je pouvais apporter, et ça, il faut, je crois, savoir, c'est important aussi pour un expert qui se retrouve dans une enquête, c'est de savoir ce qu'il peut apporter. Il est là pour aider, pour soutenir l'enquête, pas pour satisfaire ses curiosités. Bien sûr, en même temps, bien sûr que nous satisfaisons nos curiosités, parce qu'il y a beaucoup de réponses, de pistes, même si je dirais que avec le temps aussi, il est plus facile en reprenant les dossiers bien longtemps après, quand il n'y a plus la pression de l'enquête, d'aller encore beaucoup plus à fond dans les aspects qui sont d'un intérêt proprement académique dans l'étude d'un groupe de ce type. Mais au départ, il faut vraiment essayer de dire, voilà, qu'est-ce que je peux apporter? Et qu'est-ce que pouvait apporter ici un chercheur spécialisé dans l'étude des mouvements religieux? C'est la compréhension d'abord d'un type de vocabulaire, et c'est d'ailleurs un peu là-dessus que c'est peut-être joué aussi le contact initial avec la police. Quand j'arrive à Chéry le jeudi soir, pendant que j'attends le juge d'instruction, il y avait un centre de crise qui avait été installé dans le bâtiment, dans la protection civile de la commune. C'était évidemment
évidemment le seul endroit où on pouvait, l'abri de protection civile était l'endroit qui se prêtait le mieux à cet exercice. Et pendant que j'attendais le juge d'instruction qui voulait me parler, il y avait un policier en train de dépouiller un certain nombre des documents qui avaient été retrouvés dans la ferme. Et à voix haute, mais sans vraiment s'adresser à moi, il dit FARC. Mais qu'est-ce que ça veut dire FARC? Et puis spontanément, sans qu'il me pose la question, je lui dis oh, ça veut dire Frères aînés de la Rose-Croix. Puis il continue à regarder, il me dit non, c'est marqué là, ferme agricole de recherche et de culture. Je lui dis oui, mais c'est une dénomination miroir à double sens. Il continue et puis il me dit ah oui, c'est marqué là au crayon, Frères aînés de la Rose-Croix. Mais comment est-ce que vous savez ça, vous? Ben justement, je crois que dès d'emblée, il montrait exactement où je pouvais faire gagner du temps aux policiers. Ils auraient été capables tout aussi bien que moi d'analyser les documents, mais en revanche, bon, voilà, j'avais un peu la connaissance d'un type de milieu, je comprenais aussi comment fonctionne ce type de groupe, parce que l'Ordre du Temple solaire s'inscrivait aussi dans disons une ligne d'intérêt pour une résurgence templière à partir du début des années 50 dans certains milieux occultistes en France. Donc tout ça, je le savais. Et cela aidait, je n'étais pas dans un territoire totalement inconnu. Je comprenais aussi si... disons, choquantes qu'elles puissent paraître, les démarches qui avaient abouti à ce que nous étions en train d'observer là. Donc, voilà, c'est là essayer à son niveau et dans son domaine d'expertise d'aider, de participer à une enquête. Et je dois dire que travailler avec des policiers en tant qu'historien, en tant que chercheur, à certains égards, ça a quelque chose d'assez aisé parce qu'il s'agit dans les deux cas d'établir des faits. Justement, nous ne sommes pas dans la spéculation. Une enquête de police, on ne peut pas dire nous pensons que. Il faut idéalement avoir des preuves, des éléments convaincants pour se forger une opinion. Ce qui nous a aidés, il faut le dire, outre les documents, ce sont aussi les très nombreux interrogatoires qui ont été réalisés par la police en Suisse, dans d'autres pays. Évidemment, après l'affaire du Vercors, ensuite, il y a une nouvelle série d'interrogatoires parce que certaines personnes qui avaient été liées au groupe ont été d'une aide précieuse pour donner de nombreux éclairages sur le fonctionnement du groupe et également sur la façon dont s'était structurée cette idéologie du transit au début des années 90. Je pose une très rapide question. Donc, un des rescapés, Thierry Huguenin, a écrit un livre qui s'appelle le 54e, pour parler justement du fait qu'il a rescapé d'être ce 54e personne morte. J'aimerais avoir juste votre point de vue très rapide. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce livre. Est-ce que, selon vous, ça constitue un témoignage crédible de ce que vous avez pu voir à l'époque au sein de vos recherches? Vous savez, chaque personne qui a écrit un livre à ce sujet et qui a été dans le groupe a vu évidemment à travers certains prismes le groupe. Donc Thierry Huguenin, par exemple, tout au départ, a fourni déjà toute une série d'éléments biographiques très vite dans l'enquête sur un certain nombre de personnes, ce qui était évidemment très précieux au moment où on essayait de comprendre les profils. Et ce qu'il raconte de son expérience, c'est évidemment quelque chose qui a une valeur de témoignage parce qu'il permet de comprendre mieux comment quelqu'un s'engage dans cette démarche. Il le raconte. Alors lui, il est quelqu'un qui avait vécu dans la communauté. On a par exemple d'autres livres de personnes qui, notamment je pense au livre de Charles d'Auvergne qui avait été publié aux éditions des Clés de Brouwer, qui lui était très actif dans le mouvement mais ne vivait pas dans la communauté. Donc ce sont aussi des types d'expériences différentes et c'est là que chacun de ces récits va nous apporter quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des récits sur le vif où quelqu'un raconte ce qu'il a vécu et de façon, on peut partir du principe que c'est sincère. Évidemment, nous savons tous que quand nous écrivons notre biographie, si nous sommes amenés à écrire notre autobiographie, sans doute que nous avons aussi une interprétation. Ça n'est jamais un matériel qui est complètement neutre par définition. Et puis surtout, je pense que chacun d'entre nous tente aussi de trouver une cohérence à son itinéraire, à la façon dont il a peut-être géré des situations. Mais à ce titre, tous ces livres
d'abord, bien sûr qu'ils présentent leur intérêt parce que ce sont des gens qui ont vécu à l'intérieur. Vécu à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on peut mettre côte à côte des témoignages comme celui-ci et aussi parfois certains témoignages non publiés, mais qui découlent de longs, très longs interrogatoires de police, de gens qui, très aimablement, parce qu'ils étaient suspectés de rien, mais tout simplement, ils ont été membres du groupe, ont accepté d'aider la police en donnant leur témoignage à fond, en donnant des évaluations, en racontant des anecdotes pour aider à comprendre ce qui s'était passé. Et certains de ces interrogatoires, notamment pour comprendre comment l'idéologie du transit émerge, ont été très précieux. Des gens qui pouvaient vraiment de façon précise dire voilà, à ce moment-là, on a commencé à nous parler en petit cercle d'un départ et ainsi de suite. Donc voilà, il faut toujours confronter les documents internes du groupe, les témoignages, et donc il y a quelques livres en effet intéressants qui sont parus dans ce cadre. J'aimerais juste vous citer un petit passage que j'ai trouvé très intéressant parce que dans vos recherches, vous parliez avant, vous avez été en contact avec des pratiquants de plusieurs groupes, pas forcément celui-ci, de plein d'autres. Et il y a un mécanisme que je trouve très intéressant et qui intéresse beaucoup les gens au sujet de ces groupes, c'est comment est-ce que les gens y rentrent, ça on a pu le voir, mais pourquoi est-ce qu'ils y restent. Et je vous cite rapidement une citation donc de Thierry Guenin dans ce livre qui dit « Pour beaucoup d'entre vous, il apparaîtra qu'une fois qu'un individu s'aperçoit qu'il a été victime d'une escroquerie, il lui suffit d'en prendre conscience et de quitter ces gens qui lui ont fait tant de mal. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Lorsqu'on est enfoncé comme je l'étais dans un système de croyances très prégnant, quand on a pris l'habitude de vivre sous la contrainte et sous l'emprise d'une personnalité très forte, s'arracher à cette domination exige un effort surhumain. » De manière générale, j'ai l'impression que c'est un leitmotiv qu'on retrouve dans la plupart de ce genre de groupes. Alors, il ne faut pas oublier aussi que des gens qui s'engagent peuvent se trouver face à un dilemme considérable parce qu'ils s'engagent pour un idéal. Et le problème est que parfois les personnes qui estiment ou qui se présentent comme incarnant ou représentant cet idéal se révèlent être moins reluisantes, moins brillantes qu'on ne le pensait au départ. Et on a vu dans le cas de l'Ordre du Temple solaire, un cas par exemple d'une des victimes de Chéri, qui avait parfaitement compris le côté totalement manipulateur de Jody Mambro, qui lui avait même écrit, qui avait vu tout à fait clair, mais qui entendait rester fidèle à l'idéal qu'il servait. Il distinguait l'idéal au service duquel il s'était engagé avec générosité dans le groupe de la personne. Et ce qu'il n'avait pas saisi, et ça lui a coûté la vie, c'est que le fondateur, le centre du mouvement, Jody Mambro, pour lui, la loyauté à sa personne était ce qui comptait vraiment. Donc, ça lui a valu de finir considéré comme un traître dans le mouvement. Et d'ailleurs, il était même espionné, ligne téléphonique écoutée. Ce qui a permis à la police d'écouter justement les communications téléphoniques qu'il avait, dans lesquelles il se montrait extrêmement critique avec une personne de confiance face à Jody Mambro. Mais en même temps, il entendait rester fidèle à cet idéal. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. Quand vous consacrez des années de votre vie à servir un idéal, qu'est-ce que vous en faites si tout à coup vous n'y croyez plus? Alors évidemment, on étudie les phénomènes de conversion, les phénomènes aussi d'abandon de la foi. C'est un sujet d'étude qu'on peut voir dans des cadres très variés. Et quand cela se produit, c'est une expérience qui peut être profondément traumatisante, très dure. Et la question est de savoir ce qu'on en tire. Est-ce que vous allez dire oh, j'ai perdu des années de ma vie, ou au contraire vous dites bon mais ça n'était pas ça, mais j'ai appris beaucoup de choses. Vous dites bon, le groupe peut-être n'était pas tout à fait ça, mais l'idéal il reste parfaitement valable. Et puis il y a aussi tout l'aspect de la communauté. Il ne faut pas oublier que c'était réellement des gens qui étaient souvent des gens de valeur, des gens sympathiques, des gens déjà prêts à s'engager pour quelque chose. En général, ce sont des types humains plutôt attrayants. Donc, il y a aussi ces attachements personnels qui ont été cultivés dans un groupe. Donc, tout cela va jouer un rôle.
Et c'est pour ça que vous pouvez avoir dans le même groupe des gens qui à un moment partent très déçus et parfois virulemment opposés au groupe, comme vous pouvez avoir des gens qui au contraire restent malgré l'évidence parfois, restent attachés envers et contre tout au groupe dans lequel ils se sont engagés. Et on voit très bien, par exemple, après les événements de 1994, quand un certain nombre de membres ont commencé à se rencontrer de nouveau, parce qu'évidemment, ils devaient parler ensemble, parler de l'expérience qu'ils avaient vécue, et on voit à certains moments des membres, d'ex-membres qui ne veulent plus rencontrer les autres parce que les autres sont en train de justifier ce qui s'était passé. Et alors, eux, autant ils ont peut-être même encore une certaine nostalgie d'aspect de l'expérience qu'ils ont vécue dans la communauté, autant ils ne sont pas prêts à entendre ce discours de justification. Donc, la gestion de ce type de situation va considérablement varier d'une personne à l'autre. Et le témoignage du CNA, en effet, en est un exemple. On ne part pas si facilement et il n'y avait aucune contrainte physique. N'importe qui pouvait quitter l'OTS au moment où il le voulait. Et d'ailleurs, en plus, même plusieurs membres qui se sont séparés ont demandé, qui ont quitté le groupe, ont demandé le remboursement d'une partie de leurs dons et l'ont en partie obtenu parce que les membres craignaient qu'ils parlent. En effet, C'était un avalanche. moyen de s'assurer de leur silence. Mais l'effet avalanche, alors, il commence à se produire à partir du début des années 90, quand la personne qui était à l'origine, disons, le principal assistant de trucage de cérémonies pour aider Di Mambro, commence à le révéler à d'autres membres. C'est-à-dire que des phénomènes miraculeux qui se sont produits pendant les cérémonies sont en réalité des trucages. Et ça, il y a notamment le propre fils de Di Mambro, qui d'ailleurs va mourir à Salvan, et ça c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Était-il volontaire ou non? J'ai de la peine à croire qu'il était volontaire. En même temps, bon, difficile de savoir exactement ce qui s'est passé à la fin, mais toujours est-il que plusieurs personnes bien informées commencent à dire qu'il y a des trucages et ça commence à se répandre. Il y a des gens qui refusent d'y croire, d'autres qui se disent oui, somme toute, j'avais peut-être déjà des doutes à un certain moment. Et là, c'est ce que je dis, à mon avis, c'est ce moment-là qui est le tournant qui va mener le groupe au transit. Il y avait déjà des éléments d'idéologie du transit qui étaient présents. L'idée qu'un jour, on partirait vers une autre planète, on reviendrait aux origines en transportant le dépôt de la conscience enrichi de l'expérience humaine pour le ramener à l'origine. Mais à côté de cela, on pouvait très bien imaginer une spiritualisation de cet événement. Ça n'impliquait pas nécessairement un départ immédiat. Vous savez, il peut toujours y avoir des raisons de dire oui, ça ne peut pas encore se faire maintenant parce que nous n'avons pas encore accompli totalement notre mission. Mais tout à coup, il y a là vraiment une attente de plus en plus pressante de ce départ qui commence à se développer au début des années 90. Et là, j'admets dans l'interprétation, je ne peux pas en avoir la certitude, mais je suis quasiment certain que c'est une sorte de réaction de Di Mambro face à un charisme de plus en plus précarisé. Il choisit la fuite en avant. Et ça soulève d'ailleurs une question très intéressante, parce que très souvent les gens me posent cette question, me disent mais enfin, Di Mambro, il y croyait ou il n'y croyait pas? Ça va être ma dernière question, justement. Et alors Di Mambro, il était un escroc, mais il y croyait en même temps. Et c'est pour moi toute la complexité d'un être humain, c'est qu'il vivait dans cet univers de maîtres secrets, de loges cachées, de supérieurs inconnus, etc. Tout ça, c'était un univers qui était le sien. Lui-même rêvait, il avait des modèles de mouvements qui avaient un certain succès, qu'il avait fréquentés, et il rêvait un peu de reproduire la même chose. Et en même temps, et c'est un phénomène qu'on a constaté aussi parfois dans d'autres groupes,
il n'obtient pas les phénomènes extraordinaires qu'il espère obtenir, alors on les aide un peu à se produire. Il profite évidemment, notamment financièrement, avec les années, pas tout à fait au départ, mais avec les années, il profite financièrement de l'apport de ses disciples, il vit à leurs frais avec une petite cour autour de lui, mais il les exploite, il les manipule, mais lui croit à tout cet univers. Et alors, on n'est pas dans l'esprit de Dimambro, mais quand il s'agit de partir vers Sirius, il ne va pas partir seul, il va partir en les entraînant. En même temps, c'est une façon, mais violente, ultime, d'affirmer la réalité de sa mission. Le monde n'a pas voulu nous écouter, nous allons maintenant vous montrer. Maintenant, vous allez être obligé d'écouter, vous allez être obligé de savoir qu'on existe, vous allez être obligé de savoir qu'on a mené une mission à travers de longues incarnations pendant des siècles, pendant des millénaires, et maintenant, ces nobles chevaliers partent pour rejoindre leur origine. Alors, évidemment, il met en scène comme un opéra, il était grand amateur d'opéra, il met en scène comme un opéra, comme un final d'opéra, ce grand départ vers Sirius. Et pour moi, ça a été une des raisons majeures aussi de dire il faut mettre tout cela à plat et montrer de façon rigoureuse autant que possible ce qui s'est passé, parce qu'il ne s'agit pas de laisser à Dimambro le privilège de créer sa légende et de l'imposer comme narratif dominant. Vous savez, il peut très bien y avoir des narratifs très négatifs, mais qui s'imposent parce qu'ils impressionnent. Donc, il ne s'agit absolument pas d'entrer dans ce jeu-là. Et on a vraiment pas mal d'indications selon lesquelles il a été profondément déstabilisé par les critiques dont il faisait l'objet, le mouvement perdait de l'élan, d'autant plus que la façon de diriger de Dimambro n'était pas très rationnelle. Il essayait de relancer sans arrêt de nouveaux projets pour redynamiser le mouvement. Et donc, il a choisi une voie ultime qui lui permettait à lui-même de partir en affirmant ce qu'il était. Vous savez, ce qui me fait très souvent, j'ai pensé que la mentalité d'Andy Mambro n'était pas tellement éloignée de celle de ces adolescents qui vont sur un campus universitaire ou un campus de leur collège aux États-Unis et commettent un assassinat et laissent un manifeste derrière eux. On se souvient par exemple du prototype de ce type de tuerie de masse aux États-Unis, Columbine School, où les auteurs de l'acte, donc 2 adolescents, sont en train de dire « Hollywood fera des films sur nous » par rapport à ce qu'on fait. Et paradoxalement, on a un peu l'impression que Dimambro, à un âge bien plus avancé, est dans le même type de délire, à un autre niveau bien sûr, et puis lui en plus entraînant des gens qui sont en partie consentants. Et c'est ça qui est évidemment extraordinaire, c'est qu'il a réussi à construire doctrinalement la nécessité du transit, c'est-à-dire la réponse à une situation de plus en plus difficile dans laquelle il se trouvait face aux contestations et à la chute d'impact du mouvement. Il la transforme en victoire et crée une doctrine qui fait en sorte qu'un noyau de membres adhère à l'idéologie du transit et arrive même manifestement à penser qu'il faut entraîner de façon bienveillante un certain nombre d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas tout à fait été capables de tout faire. On va les aider un petit peu. Ça, c'est vraiment l'extraordinaire réussite de Jody Mambro, mais il ne faut pas oublier que le noyau de gens qui est autour de lui et qui entrent dans cette logique, ce sont des gens, pour certains, qu'il connaît depuis très longtemps, et donc qui ont une totale confiance en lui, qui, sous les apparences assez quelconques que pouvait avoir Andy Mambro, sont absolument sûrs qu'il est le représentant autorisé de haute hiérarchie spirituelle. Je pense que vous marquez vraiment un point intéressant, c'est l'idée de reconstruire le narratif, pas laisser des personnes s'en emparer et raconter leur propre version de l'histoire.
c'est un peu le défi de l'historien de manière générale, en histoire contemporaine comme ailleurs. L'histoire a tendance à être récupérée ou construite par certains. Il faut essayer d'en faire un portrait le plus objectif possible ou le plus proche des faits. Je pense Le que c'est plus proche des faits, objectif, j'ai toujours été un peu méfiant Oui. par rapport aux prétentions d'objectivité. J'ai toujours aimé cette expression qu'utilisait un ami qui me disait ce qu'on doit essayer d'atteindre, c'est une subjectivité honnête. Et si nous parvenons déjà à une subjectivité honnête, je pense que nous avons fait notre travail d'historien en reconnaissant aussi la part qu'il peut y avoir de nos propres présupposés, sentiments, théories, parfois aussi des théories scientifiques, etc. On a toutes sortes de risques aussi dans la démarche du chercheur qui peuvent nous faire dévier. Mais à partir du moment où il y a cette volonté, effectivement, le plus possible de s'en tenir aux faits, mais les faits, on doit aussi les interpréter. Et là, nécessairement, interviennent aussi d'autres facteurs. Mais si on peut essayer d'en offrir une interprétation fondée, bien, nous avons apporté notre petite pierre, en effet, au travail de recherche. Bien, Monsieur Mayer, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Ça m'a fait très plaisir de vous entendre sur toutes ces questions, justement. On comprend bien comment est-ce qu'un événement anodin nous apprend tant de choses sur la manière d'enquêter l'histoire, d'essayer de l'expliquer ensuite. Merci pour votre accueil et puis je suis heureux de voir que de nombreux historiens aujourd'hui s'engagent sur les terrains les plus variés, dans les domaines les plus divers. La richesse aujourd'hui des travaux auxquels nous avons accès est réellement sans précédent. Il y a une production incroyable qui d'ailleurs dans n'importe quel domaine rend de plus en plus difficile la vue d'ensemble, Oui. tellement nous avons aujourd'hui de travaux et de travaux aussi de qualité. Donc, je suis heureux toujours de pouvoir partager l'enthousiasme et la curiosité de la recherche avec de nouvelles générations d'historiens qui vont s'engager dans ces travaux. Et nul doute que votre témoignage parlera de nombreux historiens et historiennes qui nous écoutent. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir, merci.